Voilà, voilà. Eh bien, nous allons commencer donc cet atelier d'introduction à Pionnière. Donc, c'est initier une éducation win-win pour un nouveau paradigme. Avant de plonger dans le sujet, je vais vous expliquer un petit peu le contexte et comment et pourquoi je vous amène en fait dans ce sujet qui me tient vraiment vraiment à cœur. C'est que donc quand j'ai animé, j'ai vraiment senti l'élan en fait d'habitude je travaille dans tout ce qui est plutôt coaching, développement personnel, de soi pour les femmes, etc., etc. Et je me suis rendu compte dernièrement qu'en fait le sujet de l'éducation, qui est un sujet qui me passionne depuis depuis toujours en fait, que c'est quelque chose dont je parle pas trop en fait sur les réseaux sociaux. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mon histoire, depuis très jeune, j'ai su que je voulais faire autrement avec mes enfants que ce que moi j'ai reçu. D'ailleurs, j'ai fait des études d'éducation, j'ai beaucoup appris sur le sujet, etc. Dès quand j'ai eu mes enfants, j'ai voulu mettre en place des choses autrement. Et quand ça fait 10 ans que je travaille en coaching, en formation, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, les personnes que j'aide à se sentir mieux avec elles-mêmes, eh bien souvent, ce que je fais, c'est que je les aide à réparer les blessures qu'ont causées leur éducation. Et ça a vraiment été un constat qui a été assez fort pour moi et assez rassembleur au niveau de mon histoire d'y voir une certaine cohérence, de dire mais oui en fait c'est un sujet qui me passionne mais dans tous les sens. Autant de comment on peut apporter une autre éducation aux enfants que comment nous on a intégré en fait cette éducation d'une manière inconsciente la plupart du temps, comment on a mis en place en fait des automatismes de fonctionnement, comment on a acheté en quelque sorte, inconsciemment bien sûr, un modèle du monde qui fait que on est conditionné à certaines réactions, à certaines manières de fonctionner, à certains comportements qu'on ne voit même pas comme bien, mal ou normal ou pas, mais simplement qui sont là parce que ça a toujours été comme ça, parce que peut-être on n'a pas pris le temps de les questionner ou de les déconstruire, mais qui en fait sont des héritages éducatifs. Et donc là, pour moi, ça a vraiment fait un... Vous voyez un peu quand on a une révélation, ça fait ah, de me dire, mais oui, en fait, tout ça a vraiment du sens. Et là où moi, je peux aider, là où moi, je peux contribuer au monde, c'est justement en allant à ce carrefour-là, en faisant le lien, en pouvant amener cette prise de conscience que on est nombreuses à vouloir apporter une autre éducation à nos enfants, à vouloir les amener à être épanouis, à être heureux, etc., à faire autrement, etc., etc. Et parfois, on oublie en fait, ou alors on se le reprend en pleine face une fois qu'on essaye, parce que ça vient nous toucher, ça vient nous faire réagir, qu'il y a toute cette part de déconstruction en fait. Il y a toutes ces injonctions, la plupart du temps inconscientes, qu'on a intégrées, tous ces héritages éducatifs qui font que, eh bien, on est conditionné, on fonctionne d'une certaine façon, et que souvent il va y avoir, et vous me direz si c'est le cas pour vous aussi, il va y avoir en fait une sorte de décalage entre notre intention de comment on a envie de faire avec nos enfants et la possibilité intérieure en fait qui est là, dans le sens où voilà, j'ai envie d'appliquer la bienveillance et la communication non violente, par exemple, mais en fait, quand mes enfants réagissent ou me parlent d'une certaine façon, ça vient faire pic et aïe. Ok, et en fait là je réagis et j'arrive pas à appliquer cette fameuse communication non violente. C'est un exemple. C'est vraiment pour faire prendre conscience que pourquoi ça pique, pourquoi ça fait aïe. Eh bien, d'après moi, c'est en grande partie à cause quelque part de ces héritages éducatifs qui font que on vient bousculer en fait des évidences, on vient bousculer ces injonctions intérieures, on vient bousculer ces conditionnements et ça crée une sorte de bug qui fait qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas toujours un raccord entre ce qui a été déconstruit à l'intérieur ou reconstruit autrement et nos intentions. Et donc moi c'est vraiment à ce carrefour-là en fait que j'ai envie d'œuvrer, que j'ai envie de contribuer, c'est de pouvoir amener, c'est pour ça que la formation donc pionnière, donc c'est l'atelier d'introduction aujourd'hui, est un atelier qui s'adresse aux femmes, oui, aux papas aussi s'ils ont envie de s'y joindre, dans le sens où
j'avais pas envie d'appeler ça maman. J'y ai pensé. J'avais comme idée de titre maman mais pas que. Et en fait non, j'ai vraiment envie de m'adresser à la femme d'abord, qui est derrière la maman. Parce que pour moi c'est une des clés pour pouvoir euh, changer de paradigme. Donc voilà, je m'emballe un petit peu, je vais aller voir vos commentaires. Et coucou Valérie, coucou Marie-Aline, chouette chouette. Je vois que y a Caro qui ne trouve pas. Donc je vais lui envoyer un petit message. Si je la trouve. Voilà. Voilà, j'espère qu'elle va nous trouver comme ça. Alors, déjà, j'ai envie de commencer par... Est-ce que ça vous parle déjà? Dites-moi, voilà, là j'ai posé déjà 2-3 bases du contexte en fait dans lequel j'ai envie de vous amener. Est-ce que vous ressentez aussi parfois ce décalage entre votre intention et puis la manière de pouvoir la mettre en pratique concrètement dans la vie? Dites-moi un peu si c'est quelque chose qui vous parle. Regardez vos commentaires. Voilà. Alors, oui, tellement. Hyper touché par tes mots, tellement juste. Yes. Mais je pense qu'on est nombreuses à vivre ça. On est nombreuses à sentir, en fait, et à pressentir que, que nos enfants, nous-mêmes, le monde, avons besoin de changer de paradigme, justement. Je vais définir ce que c'est pour moi un paradigme juste après. Mais à se sentir parfois démunis de ok, mais comment on fait en fait? Parce que là, au moins, ça me touche trop et en fait, ça me fait réagir. J'ai des frissons partout en le disant. Donc voilà, moi, c'est vraiment à ce carrefour-là que j'ai envie de travailler. Ah oui, vous dire quand même avant de plonger là-dedans que cet atelier d'introduction, en fait, quand j'ai créé Pionnière, donc c'est un ensemble de 9 ateliers dont je vous parlerai à la fin, en sachant que je suis amoureuse de la liberté et donc que je ne veux coincer personne, que personne ne se sente obligé à l'acheter, rien du tout, tout ça j'aime pas. Donc je vais vraiment faire cet atelier d'introduction complet et à la fin, une fois que ce sera terminé, pour celles qui auront envie de rester d'entendre parler de Pionnière, on continuera. Donc voilà, en toute liberté. C'est important de le dire pour moi. Tout ça, je vous ai dit. Voilà. Alors, pour moi, un paradigme, qu'est-ce que c'est? C'est un mot un peu bizarre. Si je devais le définir, je dirais que c'est un système de valeurs. C'est un système de valeurs et un système de fonctionnement qui va définir en fait une vision du monde et la façon dont on va y vivre. Et donc, pour moi, il y a, alors si on prend des grosses cases, hein, j'aime pas trop les étiquettes, mais on pourrait le dire comme ça, on pourrait dire qu'il y a le paradigme ancien monde, entre guillemets, qui va fonctionner d'une certaine façon et qui va représenter en fait tous ces héritages éducatifs. Alors les héritages éducatifs, qu'est-ce que c'est? Les héritages éducatifs, pour moi, c'est tout ce qu'on a intégré, tout ce qu'on a vu, entendu, compris, tout ce qu'on a intégré consciemment ou inconsciemment, et qui va nous conditionner en fait à agir ou à réagir d'une certaine façon. Par exemple, non, je ne vais pas m'emballer, c'est quelque chose que je vais vous dire juste après. Donc pour moi, le paradigme, c'est ça, c'est qu'il va y avoir un paradigme de fonctionnement dont la plupart du temps, on est dans un rapport inconscient aux choses. Et donc ce paradigme va faire qu'on va fonctionner d'une certaine façon avec nous-mêmes, on va fonctionner d'une certaine façon avec nos enfants, dans notre couple, dans notre famille, avec nos amis, etc. etc. Et c'est vraiment, pour moi, je vois ça un peu comme un filtre, comme des paires de lunettes. C'est comme si on avait des paires de lunettes, on va dire, collées à nos yeux, à travers lesquelles on regarde le monde. Paires de lunettes qu'on ne sait même pas qu'on porte quelque part. Et donc, cette aventure que je propose ici, et dont on est en train de vivre l'atelier d'introduction, c'est une aventure qui n'est pas toujours évidente à vivre. Parce que c'est comme de devoir retirer presque un organe. Alors, c'est pas un vrai organe, mais c'est comme si ces lunettes, c'était devenu... c'est comme si ça faisait partie de nous-mêmes, en fait. On va devoir aller déconstruire à un espace où c'est pas toujours conscient. Et donc, c'est ça qu'on va avoir besoin de temps, on va avoir besoin d'observation, on va avoir besoin de se laisser le temps aussi,
de surtout pas se juger, de ne pas y arriver tout de suite, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour pouvoir justement changer cette paire de lunettes et pouvoir en choisir une nouvelle paire de lunettes que nous allons créer nous-mêmes, comme nous le souhaitons, pour justement regarder le monde à travers un nouveau filtre. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de proposer, ce que j'ai envie de créer, d'amener vraiment une nouvelle ère. Et alors quelque chose qui moi me touche beaucoup, vous me direz si vous aussi, c'est de constater que nous sommes dans une société où l'énergie masculine est vraiment très présente. Dans toutes les structures en fait de notre société, il y a un rapport de compétition, il y a un rapport de comparaison, il y a un rapport de travailler fort, de prouver, de montrer, d'y aller, de rah, rah, rah. Il y a comme ça une énergie très masculine où, là j'étends vraiment pas que à l'éducation, mais dans toutes les structures de notre société, où cette énergie est extrêmement présente. Et je pense vraiment que cette nouvelle ère, ce nouveau paradigme que nous allons créer, eh bien, il a besoin de l'énergie féminine. Et c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi je m'adresse aux femmes, c'est parce que bien souvent, et vous allez me dire si pour vous c'est comme ça aussi, j'ai constaté, que ce soit dans ma vie, dans mon couple, ou chez mes clientes, mes amis, etc., que bien souvent les femmes sont initiatrices de changement. Dites-moi un peu si c'est comme ça pour vous aussi. Est-ce que dans votre couple, par exemple, eh bien, vous avez constaté, ou dans votre famille, vous avez constaté que bien souvent c'est vous qui amenez en fait l'idée de faire autrement, de dire tiens, et si on changeait les choses, et si on faisait comme ça, et si on faisait comme ça. Moi, c'est quelque chose que je remarque, que les femmes ont cette capacité, voilà, assez évidente de pouvoir initier autre chose. Et on pourrait râler en se disant ouais, mais les hommes, il ferait bien de se bouger aussi les fesses. Alors, j'aime de nouveau, homme, femme, j'ai envie de dire personne porteuse de l'énergie féminine ou personne porteuse de l'énergie masculine. Mais bon, excusez-moi, je vais prendre un truc très genré, mais ouvrez-le. Vous savez que je vous invite à l'ouvrir. De dire, mais ah oui, mais ils pourraient se bouger les fesses, eux aussi ils pourraient initier, eux aussi ils pourraient faire autrement, ils pourraient proposer, etc., etc. Et je me dis plutôt que de perdre de l'énergie en fait à se battre, à vouloir que ça soit autrement. Et si on reconnaissait en fait tout simplement que oui, nous sommes des initiatrices. Oui, nous avons cette capacité à changer de regard justement, à regarder autrement, à faire ok, et si on faisait, et si on testait autre chose, et si on expérimentait autre chose. Et donc c'est vraiment à partir de là que je me suis dit mais oui, nous sommes des pionnières, nous sommes des initiatrices. Nous ouvrons une autre voie et il est peut-être temps de l'assumer. Il est peut-être temps de le revendiquer, de dire ok, ben ça va pas juste être un truc dans lequel je vais me battre dans mon couple, c'est un truc que je vais assumer et que je vais créer autre chose. Je vais y aller pour créer autre chose. Alors, Caro, je vois le fil. J'ai perdu le commentaire de Caro. Ah, je vois pas le lien ou cliquer pour un live. Alors, je vais vite répondre à Caro. Ou si quelqu'un veut bien répondre pour moi à Caro Guillain, comme ça je ne perds pas le fil de ce que je suis en train de vous dire, je perds pas de temps non plus, simplement de lui dire qu'elle réactualise peut-être, qu'elle aille sur le groupe des intuitives audacieuses et qu'elle réactualise la page et que sans doute que dans le fil du groupe, le live va apparaître. Merci, si quelqu'un veut bien le faire, ce serait merveilleux. Alors, Claire qui met, j'ai l'impression que les femmes sentent plus vite les choses et donc elles sont initiatrices. Ouais, certainement, il y a de ça. Marie-Aline, je viens de tout bousculer dans ma famille, mon couple, ma famille, parce qu'on ne voulait pas entendre mon point de vue, mes propositions, ma vision des choses, et que nos vies devenaient complètement opposées. Yes, parfois ça arrive à des points de rupture, en effet. Et pas toujours facile à assumer, n'est-ce pas, c'est clair, c'est pas toujours facile à assumer. Complètement. Et moi, c'est vraiment ça, en fait, que j'ai envie d'amener. C'est de dire à un moment, arrêtons de nous excuser d'être intuitives. Arrêtons de nous excuser d'être initiatrices. Assumons-le. Mais pour ça, on a besoin d'être informé. Parce que sinon, le doute arrive. Les hésitations,
le est-ce que je suis légitime, et ça on va le voir juste après, le est-ce que je suis suffisante, on va en reparler dans les 8 postulats que je vais vous partager. Et donc là c'est vraiment pour moi une intention de dire ok, allons connecter notre intuition et notre audace justement, osons assumer ce côté pionnière pour se renforcer aussi à l'intérieur, se soutenir les unes les autres. Et ça veut dire sortir aussi de la comparaison. J'arrête de juger l'autre qu'elle est peut-être mieux que moi ou que ta. C'est stop. Unissons-nous, allons-y ensemble et ensemble créons justement cette nouvelle réalité. Chez nous, c'est plutôt assez équilibré par rapport aux propositions d'initier de nouvelles choses. Yeah. Et en même temps, il porte son énergie féminine de façon assumée. Ben voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, personne porteuse d'énergie féminine ou personne porteuse d'énergie masculine. Parce que la question des genres est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. Merci Claire et Cindy d'avoir d'avoir répondu à Caro. J'espère qu'elle va trouver. Alors, nous allons donc plonger dans le contenu. Quand même vous partager que je suis un petit peu frustrée parce que je comptais passer par Zoom pour le diffuser, pour pouvoir vous faire un partage d'écran, pour vous partager le document de résumé en fait avec les 8 postulats, mais Zoom n'a pas voulu, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais improviser, je ne sais pas très bien comment je vais faire encore. Alors, pour vous amener les 2 premiers points en fait, les 2 premiers postulats de base, celles qui ont l'habitude de travailler avec moi le savent, j'aime beaucoup m'inspirer de la nature. J'aime beaucoup utiliser des métaphores en fait, en lien avec la nature, pour transmettre les choses. Là, j'ai envie de prendre la métaphore de la graine, que vous avez certainement déjà entendue ou connectée, mais ça fait parfois du bien de réentendre les choses et ça pose bien les bases. Quand on regarde une graine, que ce soit une graine de tomate, c'est la période pour l'instant, une graine d'arbre, peu importe, une graine de courgette, peu importe quelle graine. Cette petite graine, elle contient tout le potentiel de la plante à venir. C'est une bombe d'énergie. Elle contient toutes les informations qui vont être utiles à cette plante pour pouvoir pousser. Cette graine qui va évoluer, elle va savoir, parce que c'est à l'intérieur d'elle, comment pousser. Elle va savoir comment sortir ses feuilles pour aller chercher le soleil. Avant ça, elle va savoir comment déployer ses racines pour aller chercher tout ce qu'elle a besoin d'aller chercher dans le sol. Elle va savoir comment faire pousser ses fruits. Elle n'a pas besoin, cette graine, que le jardinier qui l'a plantée, par exemple, vienne lui dire tous les jours « Tu dois faire comme ça. Ah, pour tes branches, ça serait mieux comme ça. » Alors parfois, il y a des jardiniers qui mettent des tuteurs ou qui aident un peu la plante. Mais en tant que telle, cette graine, elle a réellement un potentiel, c'est une bombe d'énergie en fait. Elle a un potentiel énorme à l'intérieur. Et dans la société dans laquelle on est, et tout cet héritage éducatif qu'on a reçu, bien souvent, ça a changé ces dernières années, mais c'est quand même encore présent, il y a cette idée que l'enfant est tout neuf, est une coque vide, qu'il faut remplir d'apprentissage, qu'il faut remplir de savoir, il faut lui apprendre la vie, il faut comme ça, comme si c'était en fait une coque vide qu'il fallait remplir. Comme si les adultes savaient mieux que lui ce qui est bon pour lui. Comme si les adultes étaient des versions finies de l'humain et que l'enfant n'en était que, je n'ai pas dit pas un brouillon, ce serait pas juste, mais une ébauche, on va le dire comme ça. C'est une ébauche d'humain. Et ça, pour moi, c'est vraiment les bases, en fait, de ce changement de paradigme. C'est d'arrêter de
considérer l'enfant comme une coque vide et de pouvoir le voir en fait comme cette graine qui est remplie de tout ce potentiel, qui est capable de savoir comment pousser, qui est capable de savoir comment se connecter à ses besoins. Parce que c'est ça, si je mets mes racines, si j'ouvre mes branches, si j'ouvre mes feuilles, si je vais chercher le soleil, si je reprends la métaphore, c'est ça. C'est savoir répondre à ses besoins. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi la base de ce nouveau paradigme. C'est arrêtons de croire que nos enfants sont des coques vides qu'il faut remplir. Voyons-les comme des merveilles, en fait. C'est André Stern qui disait ça. Les enfants sont des géants. Et même au niveau des connexions neuronales, en fait, ils ont une infinité de connexions neuronales que nous, en fait, en grandissant, en fonction, on va sélectionner, en fait, dans notre environnement, les connexions neuronales qui vont nous être utiles en fonction de nos besoins, de notre environnement, de ce qui est validé, en fait, par notre cerveau. Et il y a plein de connexions neuronales qui vont s'éteindre. C'est la spécialisation, en fait, quelque part. On va se spécialiser dans certains domaines, dans certaines visions, dans certaines même accès. Si on parle des sens, on va développer peut-être plus certains sens que d'autres, etc. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'enfant, il est hyper conscient, hyper connecté. Il a une quantité neuronale, de connexion neuronale, en fait, plus grande que nous, adultes. Et on a l'habitude de les considérer comme inférieurs à nous, ou comme cette coque vide à remplir. Stop, 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 stop. Ça, c'est vraiment pour moi la base. C'est l'enfant, et c'est le premier postulat, c'est vraiment les deux premiers postulats. Le premier postulat, c'est l'enfant est un humain qui a des droits, qui mérite en fait le respect autant que l'adulte, et qui est égal en fait à l'adulte au niveau du respect qu'il mérite. Ça, c'est vraiment le premier postulat. Alors, je sais ici, j'en connais plusieurs d'entre vous, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà sensibles à tout ça, et j'imagine que c'est quelque chose qui est déjà peut-être évident pour vous. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça se manifeste dans la matière. Comment concrètement ça se manifeste. Et surtout, quand on a hérité, en fait, de ça, comment on l'a intégré à l'intérieur de soi. Est-ce que vous avez déjà eu, vous là, en tant que femme adulte, est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de ne pas être assez? Vous pouvez me répondre en commentaire. De ne pas être suffisante. De vous sentir inférieure. De vous sentir, enfin voilà, d'être dans une sorte de comparaison de l'autre il est meilleur que moi. L'autre c'est mieux que moi. Et moi je suis moins. Là, je parle vraiment de vous en tant que vous, là, maintenant, aujourd'hui. Je vais du coup profiter pour lire vos commentaires. Et coucou Aurore, bienvenue. Ah, Caro, t'as trouvé. Génial. Très contente que tu t'aies trouvé. Merci à celles qui t'ont partagé. Marie-Aline, l'enfant a déjà tout en lui, reste le terrain, la terre, l'engrais, la nourriture à lui apporter. J'adore cette image. Ouais. Moi, c'est une image qui me porte vraiment énormément. Claire, oui, bien sûr. Aurore, oui, clairement. Marie-Aline, j'ai toujours ressenti le besoin d'être mieux que les autres pour être reconnue. Oui, oui, oui. Yes. Alors, ma question c'est, et si ce sentiment, en fait, qui s'est inscrit à l'intérieur de nous, venait de là? Et si c'était un héritage éducatif? Et si c'était justement parce que quand on était enfant, on nous a, en fait, envoyé le message par des actes, par des paroles, par des comportements envers nous, comme quoi nous étions moins, comme quoi nous étions cette coque vide en fait qu'il fallait diriger, qu'il fallait remplir, eh bien, on sait que énormément de choses sur qui nous sommes se créent dans l'enfance et se formatent en fait dans l'enfance. Et donc ici, c'est déjà pour moi une première prise de conscience importante. Ok, on est d'accord avec cette image de la graine qui est pleine de potentiel et on a envie de considérer nos enfants comme nos égaux, machin, au niveau du respect, du droit à ce respect, etc. et d'exister, ok? Mais prendre conscience que nous avons été conditionnés comme ça, c'est pour moi une étape essentielle. Et plus nous allons nous permettre de reconquérir, en fait, quelque part, cette suffisance d'être, cette graine pleine de potentiel. Si, quand nous étions enfants, nous étions cette graine de potentiel, qu'en est-il aujourd'hui avec toute l'expérience qu'on a eue? Waouh!
Oui, nous sommes pleines de potentiel là aujourd'hui tel que nous sommes. Et pouvoir reconnecter avec ça, en fait, va nous permettre de pouvoir connecter avec ça avec nos enfants. Va nous permettre de re-questionner certains comportements et certains automatismes, en fait, qu'on va avoir dans nos réactions avec eux. Je vais prendre un exemple. Quand j'étais enfant, il était monnaie courante dans ma famille que les enfants soient un petit peu au service des demandes des parents. Par exemple, les pantoufles. C'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. C'était, mon père me demandait d'aller chercher ses pantoufles. Donc on est bien d'accord qu'aller chercher ses pantoufles, c'est une demande qui le concerne lui par rapport à un de ses besoins, à lui. Ce n'est pas une demande de collaboration pour quelque chose de collectif dans la famille, ou c'est vraiment quelque chose qui est pour lui rendre service à lui. Eh bien, quand il me demandait ça, ça me faisait royalement chier, on est bien d'accord. Et je trouvais ça pas juste. Mais je n'avais pas le choix. Et quelque part, à l'intérieur de moi, c'était même comme évident que je ne pouvais pas faire autrement que d'aller chercher ces pantoufles. J'avais envie de vous donner cet exemple-là. Parce que quand j'ai pris conscience de ça et que j'ai voulu déconstruire en fait ce rapport de inférieur-supérieur par rapport aux enfants, eh bien, le fait de le déconstruire pour moi à l'intérieur fait que j'ai commencé à questionner mes comportements avec les enfants. Et là, je me suis rendu compte que bah oui, moi aussi je demande des choses à mes enfants. Voilà, c'est normal, ça fait partie de la vie, je demande des choses à mes enfants. La grande différence, c'est est-ce que je suis capable d'entendre une vraie réponse. En CNV, donc communication non violente, on dit une vraie demande attend une vraie réponse. Attend un vrai oui ou attend un vrai non. Et donc si je demande à Lula, par exemple, dire tiens Lula, est-ce que tu serais d'accord d'aller me chercher, je sais pas moi, un essuie dans la salle de bain, par exemple. Si elle me répond non, déjà il faut, est-ce qu'elle a l'espace pour pouvoir me répondre non? Est-ce que j'ai créé un environnement pour ma famille, mon enfant, pour moi-même, où l'enfant en face de moi se sent avoir le droit de dire oui ou de dire non, de dire un vrai oui ou un vrai non. Et si l'enfant me dit non, est-ce que je suis capable de le recevoir? Ou est-ce que là, il y a les réminiscences du passé qui arrivent de non mais quand même. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les fois où je demande quelque chose à Lula, ou qu'elle me dit non, et qu'il y a des personnes extérieures, en fait, à la famille qui sont là, et qui sont encore branchées, je vais dire, sur cet ancien mode de fonctionnement, c'est que ça réagit, et je vois un peu des visages pincés, des petits, l'air de dire, ah, elle ne sait pas se faire respecter de son enfant, celle-là, hein, bon, hein, voilà. C'est quelque chose dont on parlera aussi dans Pionnière, le fait d'assumer ce positionnement qui sont différents de la norme. Parenthèse. Donc voilà, ça c'est vraiment, je vais vous lire du coup le premier postulat, à défaut de pouvoir vous partager en fait le visuel, mais je vous le donnerai, hein, vous pourrez le télécharger, vous pourrez l'avoir. Le premier postulat donc de cette éducation win-win, c'est les enfants et les adultes sont des humains et des humaines avec des droits égaux. Et le deuxième, c'est l'enfant est un être qui existe. Pour illustrer le premier, donc les enfants et les adultes sont des humains et des humaines avec des droits égaux, je vais vous le lire. Du coup, ce que j'ai écrit, c'est « Fini l'ère de « je suis plus âgé que toi, tu me dois le respect ». On doit le respect à ses aînés. On doit le respect parce que « Ah oui, tu me dois le respect parce que je suis plus vieux que toi. » Ah bon? Donc en fait, l'enfant, parce qu'il a moins d'âge, il a droit à moins de respect. C'est ça que ça veut dire, vraiment? Et donc là, c'est vraiment de se reconnecter avec le fait que chaque être humain, peu importe son âge, peu importe sa race, peu importe sa couleur, peu importe son orientation sexuelle, et là de nouveau j'élargis, ben, en fait, mérite en fait, par droit de nature, le respect. Et que personne n'est plus important que l'autre. La petite question que j'ai mise sous ce premier postulat, c'est et si je m'adressais à mon enfant, ou à mon parent d'ailleurs, comme à un égal, est-ce que je le ferais de la même façon? Et ça, moi, c'est une question qui m'a bien aidé pour me remettre pour déconstruire ça, justement. C'est de me dire, tiens, là, je viens de parler d'une certaine façon à mon enfant. Si c'était à un ami que je demandais ça, est-ce que je l'aurais demandé de la même façon? Voilà, question. Dites-moi comment ça résonne pour vous, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est, voilà,
qui est évident pour vous ou qui est encore à déconstruire par rapport à ça. Et je vais continuer avec le deuxième postulat parce que c'est vraiment très fort en lien. C'est l'enfant est un être qui existe. Fini l'ère de t'es trop petit pour comprendre, ou décider, ou savoir, ou t'exprimer. C'est vraiment l'idée que chaque être humain, peu importe son âge, peut s'exprimer en fait, selon ses capacités, et que sa communication compte. Et là, il y a la notion de contrôle que j'ai envie d'amener. Avec la petite question, et si j'écoutais vraiment mon enfant, est-ce que j'oserais lâcher le contrôle et co-créer avec lui? On a tendance de nouveau à partir de l'idée que l'enfant va moins savoir en fait, va moins être connecté à ses besoins, ou qu'on va savoir quelque part mieux que lui ou mieux qu'elle ce qui est bon pour lui ou pour elle. Là, il y a le rapport au jeu du sauveur aussi. Et donc là, c'est vraiment de se dire, mais en fait, peu importe son âge, et il existe des techniques même pour communiquer avec les bébés, peu importe son âge, l'enfant sait en fait, a déjà un savoir propre et inné, et en tout cas, il est connecté à lui-même. Alors oui, ses capacités d'expression, de ressenti évoluent, on est complètement d'accord, et on est complètement d'accord qu'il n'est pas complètement autonome dès tout petit, j'ai pas dit ça, mais c'est vraiment de pouvoir à un moment se dire que là où il en est, avec ses capacités, il a une capacité d'expression, de décision, de ressenti, et que changer de paradigme, c'est aussi en tenir compte. Alors Aurore, ce qui est compliqué, c'est qu'on a beau savoir étendre vers ça, il y a des fois où l'héritage prend des fois la place de manière réflexe par rapport à ce qu'on voudrait. C'est exactement ça. Je n'étais pas là à mon intro, mais c'est exactement ce que j'ai dit dans l'intro. Et j'ai beau mettre en conscience, etc., j'ai l'impression que ça retombe là-dedans, dans le sens contrôle, l'adulte tout-puissant. Je ne sais pas si je suis claire, si tu es tout à fait clair. Et ici, de nouveau, c'est comme je vous disais au début, s'il vous plaît, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas de ne pas y arriver tout de suite. Et ça, on va en reparler aussi. C'est un petit pas après l'autre. Il faut se rendre compte que on vient d'un modèle qui existe depuis des centaines d'années, qui est intégré dans nos cellules, dans notre inconscient, dans l'inconscient collectif, dans les structures de société, dans les structures de fonctionnement, dans la manière dont fonctionne le travail, dans la manière dont fonctionnent les relations. Enfin, c'est hyper puissant. Et le mot pionnière, il n'est pas choisi au hasard. C'est parce que là, on va vraiment créer une autre voie où c'est pas facile, quoi. Parce qu'il y a énormément à déconstruire. Et pas que qui nous appartient à nous-mêmes, qui appartient à bien plus large. Et donc, c'est pas facile à faire. Et ça se fait pas en une seule fois. Et moi, là, je vous parle de ça, et je dis pas que je suis arrivée, hein. Tous les jours, je déconstruis encore. Donc, s'il vous plaît, douceur avec vous-même, et regardez le petit pas que vous avez fait. Un petit pas de plus. Oui, ça retombe. Oui, ça retombe. Mais c'est ok. Ça retombe. Mais ce qui va changer, c'est je remets de la conscience, et je reviens. Et je remets de la conscience, et je reviens. Et là, ça fait que petit à petit, en fait, on retombe de moins en moins souvent, et qu'à un moment, on constate de faire « Ah ouais, mais purée, en fait, la relation avec mes enfants, elle est vraiment chouette, et il y a vraiment quelque chose de différent qui est créé. » Et ça marche. Et ça, c'est magique. Donc, respiration avec ça. Alors, on arrive au troisième postulat, qui est vraiment un de mes préférés. Non, en fait, je les adore tous, mais celui-là, il me touche beaucoup. Pourquoi? Je vais vous le lire. C'est les besoins de tout, écrit en majuscule, les membres de la famille sont importants et doivent être pris en compte. Alors, depuis quelques années, il y a une mouvance autour de la parentalité positive, bienveillante, qui émerge de plus en plus. Et je ne crois pas me tromper en me disant que vous n'avez pas dû passer à côté. Vous avez même certainement étudié ou lu sur le sujet. En tout cas, j'en connais plusieurs qui sont là et je sais que c'est le cas. C'est quelque chose qui s'est répandu de plus en plus et heureusement, parce que le monde a besoin qu'un basculement se fasse dans cette direction. Donc oui, oui, oui. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est qu'on est passé de l'adulte tout-puissant, qui a autorité sur l'enfant et qui dicte en fait ses règles, à l'enfant tout-puissant dont les besoins prennent toute la place. Et c'est un peu comme si
Comme si, par culpabilité, par envie de ne pas créer des traumatismes à nos enfants, par envie de bien faire, par envie de mettre en place cette parentalité bienveillante, positive, etc., eh bien, les besoins de l'enfant sont mis sur un piédestal ou prennent toute la place. Et les besoins de l'adulte sont jusqu'à peut-être niés. Et donc ici, il y a comme ça une sorte de va-et-vient qui se passe entre, ou même de compétition, j'aurais envie de dire, de lutte, pour aller encore plus loin, entre les besoins de l'enfant et les besoins des parents. Et ça, c'est quelque chose que j'observe de plus en plus, comme quoi il y a de nouvelles injonctions, en fait, qui arrivent de pour être un bon parent, tu dois écouter les besoins de tes enfants. Et je constate une quantité incroyable de mamans qui se perdent, qui se noient, qui s'oublient, et je suis moi-même passée par là au début de ma maternité avec Lula, en fait, je veux tellement bien faire, et tellement faire autrement que ce que j'ai reçu, et tellement appliquer tous ces concepts-là, qu'en fait, j'en oublie mes propres besoins. Voire même, je donne plus d'importance aux besoins de mes enfants qu'aux miens. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive? Je lis le commentaire de Claire en attendant. Il va certainement falloir plus qu'une génération pour y arriver. Ce qui est important, c'est de planter les graines. Tout à fait. Et nous ne sommes pas la première génération à commencer, en fait. Il y a d'autres générations qui ont déjà commencé. C'est c'est un moment de tout ce passage parentalité positive plus les besoins de l'enfant mis en avant. Je pense que c'était un passage vraiment nécessaire pour pouvoir arriver à une certaine forme d'équilibre dont nous pouvons être les pionnières aujourd'hui. Donc oui, il va falloir plusieurs générations, c'est clair. Alors, oh mais oui, j'en vois beaucoup aussi, je suis passée par là, Sophie, oh oui, Marie-Aline à fond, yes. Ce postulat, il est hyper important, et il nous concerne dans notre intériorité la plus profonde. Parce que, et de nouveau, je veux faire prendre conscience à quel point cet héritage éducatif et ce conditionnement qu'on a reçu enfant crée ça aussi aujourd'hui dans nos vies. Si quand j'étais enfant, j'ai compris des adultes qui étaient autour de moi que leurs besoins étaient plus importants que les miens, et je vais vous donner un exemple très flagrant par rapport à ça, eh bien, c'est comme si j'avais déplacé en fait le rapport à mes besoins et à ma mise en action. Je vais prendre un exemple que tout le monde a déjà vu. Si on part de l'idée que l'enfant, quand il arrive sur Terre, il est déjà connecté à ses besoins. Il a déjà un savoir. Le bébé, quand il a faim, il pleure. Il manifeste son besoin. Simplement. Qui a déjà une connexion en fait à nos besoins. Que c'est intérieur. Que la référence, elle est à l'intérieur. Et puis on grandit, on va avoir peut-être nos parents, nos éducateurs autour de nous qui vont nous envoyer le message que leurs besoins ou leur autorité sont plus importants que nous. Donc déjà là, on commence à un petit peu comme si c'était notre centre énergétique qui se déplaçait à l'extérieur de nous, en fait, quelque part. Oui, donc je ne dois pas regarder la vie à travers mes besoins, mais je dois regarder la vie à travers les besoins des autres. Et puis on arrive à l'école qui a été créée d'une façon où cette fameuse compétition et comparaison, elle existe, elle est mise en avant. Et de nouveau, il y a des profs exceptionnels qui font un travail de dingue là, ces dernières années de plus en plus pour créer autre chose, mais le système scolaire dans sa globalité, il est encore quand même vachement empreint de ça, où en fait, rien que les points, et le fait que quelqu'un d'autre corrige mes interros par exemple. Donc, je fais un apprentissage, et au départ, un apprentissage, si on regarde ce que c'est un apprentissage, et j'imagine que vous êtes encore toutes en apprentissage, dès qu'on apprend quelque chose, il y a un élan, il y a une curiosité, il y a une motivation intrinsèque qui est là, qui nous pousse à vouloir faire un apprentissage. Et là, en fait, ça va être un apprentissage qui va être imposé, donc déjà, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi à ce moment-là. Et puis après, en fait, la correction va être faite par quelqu'un d'extérieur et va être amenée dans une zone de comparaison. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais commencer petit à petit à décentrer en fait mon regard, à décentrer pour pouvoir correspondre à ce qu'on attend de moi à l'extérieur. Ce n'est plus mes besoins, ce ne sont plus mes besoins qui vont guider mes actions, mais c'est
le cadre extérieur, les attentes extérieures, les demandes à l'extérieur qui vont en fait guider mes actions. Et là, il y a comme si notre centre en fait énergétique était complètement déplacé à l'extérieur de nous, où on ne nous apprend plus à être connecté à nos besoins, mais à plaire à l'extérieur ou à répondre à l'extérieur. Et ça, de nouveau, pour moi, c'est une prise de conscience importante. Je pense que nous portons toutes et toutes ça à l'intérieur de nous. J'ai fait un atelier sur les jugements dernièrement, la peur du jugement de l'autre, qu'est-ce que l'autre va en penser, comment on va me regarder, qu'est-ce qu'on va dire de moi, et tatata, et tatata, et tatata. On est toutes soumises énormément à ça. Et on le travaille, et on a beau le travailler, il y a ça, en fait, des petits restes, des petites choses. Et plus on va le travailler, plus on va le déconstruire. Mais c'est un long chemin. Et c'est vraiment d'abord une prise de conscience, de dire, ok, comment je peux amener mon enfant, en fait, à être connecté à ses besoins. Et je crois qu'en tant que maman, on a tout envie de ça. On a envie que nos enfants puissent être connectés à leurs besoins, être épanouis, pouvoir savoir ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qui les motive, vers quoi ils ont envie d'aller. On a envie de ça. Oui, ok. Mais nous à la base, on manifeste quoi? On montre quoi, en fait, à l'extérieur? Si je montre à mes enfants l'exemple d'une maman qui n'écoute pas du tout ses besoins, qui va faire passer les besoins de ses enfants avant elle-même, ben je lui montre l'exemple. Les enfants, c'est bien qu'ils apprennent énormément par mimétisme. Là, j'ai mon petit Pao qui a un peu plus de 2 ans. Il répète tout, il imite tout. Enfin, ils apprennent comme ça, les enfants. Et donc, du coup, c'est de pouvoir, en fait, renverser les choses. Dire, ok, si on est dans ce truc de j'ai envie de répondre aux besoins de mes enfants et qu'ils soient heureux, etc., etc., c'est de renverser les choses et de se dire, non, mais je vais, en fait, aller regarder quels sont les miens de besoins et montrer l'exemple que, ben oui, mes besoins peuvent exister. Et de nouveau, là, il y a un changement de paradigme à opérer de je sors de l'idée de la compétition, de la lutte de pouvoir, parce que c'est ça qui a été beaucoup proposé en fait, il n'y a pas une lutte de quel besoin va prendre le pas sur l'autre. Mon enfant a son besoin, il est responsable de son besoin, et moi je suis là pour le soutenir dans la résolution de ce besoin, parce qu'il n'est peut-être pas encore complètement autonome pour le faire. Plus il grandit, plus il l'est, mais voilà, surtout les bébés. Mais bien souvent, on a tendance, si en plus on a le comportement du sauveur bien activé, à comme anticiper les besoins, à vouloir y répondre tout de suite, à vouloir y répondre à tous, tout de suite, tout le temps. Là, moi, j'ai envie de ramener, en fait. De ramener, de dire, mais... Et c'est ça, ce troisième postulat, pour moi, qu'il est hyper important, c'est les besoins de toute la famille sont à honorer. Valérie qui dit, il y a un an, c'était complètement ma réalité. Alors, je vous lis du coup ce que j'ai écrit sur le petit document que je vous partagerai après. C'est fini l'ère de l'enfant roi, dont la satisfaction de tous ses besoins est le centre de l'attention. Fini l'ère du parent roi qui abuse de son autorité. Une relation saine et épanouissante, et là je l'étends, que ce soit avec ses enfants, dans son couple ou avec ses amis, c'est quand chaque membre peut faire exister ses besoins. Pour moi, c'est une clé essentielle. C'est de pouvoir se dire dans toute relation, donc pas qu'avec nos enfants, mais dans toute relation. En fait, j'ai pas envie d'aller pour le sortir du rapport avec les enfants. Si je prends le couple, en fait, j'ai pas envie que mon compagnon, il vive avec moi en s'effaçant, sans tenir compte de ses besoins, sans exister réellement, parce qu'alors, enfin, j'ai juste une pâle copie de qui il est vraiment. Ben, en fait, c'est pas vrai, c'est pas authentique, ça m'intéresse pas. J'ai envie que chaque personne puisse exister dans ses besoins réellement. Et donc la question c'est, et si j'exprimais mes réels besoins à mon enfant, voire même à mon parent, et que je les faisais exister, qu'est-ce que ça changerait? Et pour moi c'est une clé essentielle, de pouvoir donner en fait accès à nos enfants, à nos besoins, de leur exprimer, pour pouvoir, sans les envahir non plus, faut trouver le juste milieu évidemment, mais en restant bien responsable de soi, mais qu'ils puissent aussi se rendre compte que, ben oui, papa, maman, ils ont des besoins aussi, et ils sont importants. Donc voilà, ça c'est vraiment le troisième postulat. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est encore un challenge pour vous au quotidien bah oui, de faire exister vos besoins en fait. Et surtout,
de les faire exister pas plus ou moins que ceux de vos enfants. Ah, celle-là, je l'aime bien aussi. Le quatrième postulat, c'est les émotions de toutes et tous sont les bienvenues et sont invitées à s'exprimer dans un cadre clair. Fini l'ère de l'émotion niée de l'enfant, ou à l'inverse de sa toute-puissance parce qu'elle prend toute la place. C'est très en lien avec les besoins juste avant. Fini l'ère de l'émotion niée et cachée de l'adulte, des décharges émotionnelles sur l'enfant, du chantage affectif. Les émotions jouent un rôle principal dans notre relation à nous-mêmes, aux autres et à la vie. On a longtemps sous-estimé leur importance et leur utilité pour les voir comme des obstacles. Il est temps de leur donner une vraie place. Et si je donnais accès à une expression vraie de mes émotions à mon enfant, qu'est-ce qu'il en apprendrait? De nouveau, nous sommes dans une société, dans un mode de fonctionnement où les émotions sont un peu le vilain petit canard de la famille corps humain, où les émotions n'ont pas la place mais dans toutes les structures, que ce soit dans le monde du travail, dans tellement de domaines en fait. Les émotions ne sont pas spécialement les bienvenues et sont plutôt vues comme un truc encombrant et desquels il faut se débarrasser assez vite. Et si on arrêtait ça? Et si on arrêtait de se battre? Pour moi, les émotions, c'est à la base de tout, de tellement de choses. Pour moi, les émotions, ce sont les messagères des besoins, justement, dont on parlait juste avant. Et donc, bien souvent, je dois être fort pour mon enfant. Je ne vais pas lui montrer que je suis triste ou que c'est compliqué pour moi. Ou je vais me reprendre et je vais pleurer toute seule après. Et est-ce qu'on s'autorise à réellement montrer, en fait, nos émotions à nos enfants? À leur exprimer que oui, nous avons des émotions, qu'elles existent et qu'elles font partie du jeu. Est-ce que nous arrivons à nous donner accès nous-mêmes à nos propres émotions? Et de nouveau, depuis qu'on est enfant, et là on va voir, on fait le lien entre l'héritage éducatif, j'ai reçu le message en fait que mes émotions n'étaient pas les bienvenues quand j'étais enfant. Du coup, j'ai appris à les cacher, les masquer, à les nier, à pas les nier. Mais on sait toutes très bien le principe de la cocotte minute et on a toutes déjà vécu avec nos enfants des explosions, des décharges émotionnelles ou des trucs comme ça parce qu'à un moment, en fait, on retient, puis qu'à un moment, ça explose. Et donc, ici, est-ce qu'on ne pourrait pas, en fait, se dire que, bon, ben, ok, on a essayé comme ça marche pas. Il est temps de faire autrement. Il est temps de redonner une vraie place aux émotions et de se dire qu'en fait, avec un peu cette culture de faut pas montrer aux enfants, de se dire, ben en fait, stop, on essaye de faire autrement, on ose. Alors après, c'est pas non plus prendre nos enfants comme des espaces de déversoirs qui vont devoir gérer nos émotions à notre place. C'est pas du tout ça, c'est un juste milieu à trouver, mais c'est de pouvoir se dire, ok, oui, en fait, je peux me montrer vulnérable devant mon enfant. Et ça, pour moi, ça, vous avez peut-être lu mon texte sur la mère parfaite, là, que j'ai posté hier, c'est aussi ça, c'est déconstruire ce modèle-là, parce que quelle pression reçoivent les enfants à avoir des mères parfaites? Parce qu'eux aussi doivent être parfaits, du coup. Et là, le fait de pouvoir, en fait, ça a tellement de bénéfices de pouvoir donner à nos enfants accès à nos émotions, que ça les aide, en fait, à grandir, à se construire, à voir qu'ils sont normaux, qu'ils ont le droit d'être imparfaits, qu'ils ont le droit d'avoir des émotions, et les éduquer, et ça peut même être un chemin de co-création ensemble, de dire tiens, on va apprendre ensemble comment on fait pour vivre avec nos émotions. Mais tout ça, de nouveau, demande de déconstruire, de prendre conscience et d'accepter de les ressentir. Et bien souvent, dans les émotions, il y en a une ou deux avec lesquelles on est moins à l'aise. Peut-être c'est la colère, peut-être c'est la tristesse, peu importe. Mais donc, c'est de pouvoir transformer en fait ça. Et je vois Aurore qui met être authentique, mais c'est ça. J'ai envie que mes enfants soient authentiques, soient vrais, et si je pouvais y être moi-même? Et donc quand je dis éducation win-win, pour moi c'est ça aussi. C'est parce que c'est comme si, quand on était dans une éducation ancien paradigme, c'est comme si on avait beaucoup de choses à tenir dans notre rôle de parent. Il faut tenir les choses, il faut tenir la face, il faut tenir les règles, il faut tenir le cadre, il faut pas montrer ses émotions, il faut garder l'autorité. Vous voyez, il y a énormément de luttes
intérieur en fait. Il y a énormément de trucs à tenir. Il y a énormément et ça prend une énergie de dingue. Mais c'est fatigant en fait de pas être authentique, de se cacher, de pas pouvoir juste être un humain imparfait. Et donc ici, moi, c'est vraiment une éducation win-win. C'est pour ça aussi, c'est ça, c'est déconstruisons tous ces héritages-là pour nous autoriser à être tellement plus nous-mêmes, à relâcher cette énergie de pression et de tout ce qu'on a à tenir, mais pour être plus cool en fait, pour être plus soi, pour être moins dans le jugement de est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais pas bien avec mes enfants, ben je fais du mieux que je peux. Et à partir du moment où réellement je fais du mieux que je peux et où je me remets en question et où en fait ben, je m'excuse si j'ai foiré, ben en fait ok, ben c'est bien. C'est win-win, parce que l'enfant, il voit aussi qu'on peut se tromper. Et donc voilà, c'est pour moi, cette éducation win-win, c'est dans une certaine... C'est dans commencer par déconstruire à l'intérieur de soi, pour amener moins de jugement sur soi-même, pour amener un relâchement à l'intérieur, pour amener une vraie authenticité. Et du coup, ça crée une vraie coopération avec l'enfant. Et c'est magique, c'est vraiment magique. Alors Claire me dit, je suis vraiment d'accord avec ça, mais jusqu'à un certain âge, ce n'est pas facile, car ils sont égocentrés, ils sont difficiles de prendre en considération les besoins des autres. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai le cas pour l'instant avec Pao, et je m'inspire beaucoup de la nature, comme je vous l'ai dit. Pour l'instant, je suis très inspirée. J'avais eu, donc on avait eu on a eu un chien, on a eu une chatte qui est décédée maintenant, et toutes les deux avaient eu des petits. Il y a plusieurs années de ça, avant que Lula soit née. Et les deux, moi j'ai un souvenir de dingue en fait avec ça, sur comment elles étaient avec leurs petits. Où en fait leurs besoins, si à un moment elles avaient plus envie d'allaiter par exemple, elles se posaient pas la question de savoir si est-ce que est-ce que vraiment est-ce que je suis une bonne mère. C'était fous-moi la paix. Là, c'est stop, quoi. Et donc, c'est de pouvoir aussi se permettre, j'aurais envie de dire, une certaine animalité dans je prends soin de mes besoins. Et je pense que même petits, ils peuvent... il y a moyen de trouver des façons de... C'est clair que moins ils sont autonomes, plus on a de choses à faire pour les aider, évidemment. Mais je vois par exemple, Lula, je sais bien que j'avais été très inspirée par l'exemple de ma chienne et de ma chatte. Où quand je l'allaitais, si jamais elle me mordait, par exemple, elle a essayé 3 fois. 3 fois, elle a essayé de me mordre. La troisième fois, elle a compris qu'il fallait plus. Mais j'ai grogné, en fait. Et donc, je pense qu'il y a moyen de trouver des façons de faire pour quand même faire exister nos émotions et nos besoins. Et avec la patience de, ben oui, ok, ils sont encore fort égocentrés et ils sont en apprentissage en fait. Alors, je vais avancer parce que je parle beaucoup et on n'est qu'à la moitié, donc il est temps d'avancer. Ah ben voilà, c'est parfait. J'introduis, vous allez voir, c'est parfaitement ce que je disais. Le point suivant, c'est nous sommes toutes et tous en apprentissage et en évolution à notre rythme. Fini l'ère de l'adulte qui sait et qui apprend à l'enfant ignorant à un rythme imposé. Fini l'ère de l'adulte qui ne remet pas en question ses comportements, son héritage éducatif et ses conditionnements. Sortir du paradigme de la comparaison et de la compétition pour entrer dans le paradigme où nous sommes des échelles, les uns et les unes pour les autres. J'aime beaucoup cette idée, on est des échelles, les uns et les unes pour les autres. Et si je lâchais la croyance que je dois apprendre la vie à mon enfant, oserais-je me remettre en question et apprendre de et avec lui ou elle. Je pense que, je ne sais pas si j'ai besoin de beaucoup développer ce point-là, parce que je pense qu'il est déjà pas mal développé avec tout ce que j'ai dit avant. Quand même quelques mots. Et faire le lien aussi avec ce relâchement, et pourquoi pour moi c'est une éducation win-win. Je sors de cette pression en fait de je dois savoir tout bien faire. Je dois être déjà arrivé quelque part pour pouvoir transmettre à mon enfant. Je dois avoir déjà soigné tout ce que j'ai à soigner. J'entends souvent ce discours-là de ah oui, il faut que je résolve ça, il faut que je résolve ça avant d'avoir des enfants. Ou comme si
comme s'il fallait qu'on soit déjà parfait ou parfaite pour pouvoir être maman ou papa. Ou comme si on devait déjà tout savoir. Et ça, c'est un retour que j'ai souvent quand je parle de l'instruction en famille. Donc peut-être que vous savez qu'on fait l'instruction en famille avec Lula, et bientôt Pao, parce qu'il est en âge bientôt d'aller à l'école. Euh, et c'est souvent quelque chose que j'entends. Les gens qui me répondent: oh, mais moi, je me sens pas capable, en fait, d'enseigner à mon enfant. Je me sens pas capable, je connais pas assez de choses, ou je me sens pas capable de faire ça. Et en fait, cette réflexion, pour moi, elle est vraiment en lien avec cet ancien paradigme de je dois savoir pour transmettre à mon enfant. Et ici, moi, ce nouveau paradigme auquel j'invite, c'est vraiment de se dire, mais si je me mets à côté de mon enfant, dans une position d'égal à égal, aussi en termes d'évolution, d'apprentissage, et là je parle d'apprentissage intellectuel, mais émotionnel, corporel, peu importe. Vous avez peut-être vu que j'ai partagé, je teste le roller, ma fille fait mieux du roller que moi. C'est de pouvoir se remettre vraiment à un pied d'égalité, de dire ok, on va apprendre ensemble, on va co-créer ensemble les choses. Et moi, je suis comme toi, en apprentissage et en évolution. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que j'ai apprises, que ce soit intellectuellement ou par l'expérience ou peu importe, oui, et je peux te transmettre ça. Toi aussi, il y a des choses que tu sais et que tu as apprises et que tu peux me transmettre. C'est vraiment remettre de l'égalité. Et on co-construit ensemble l'apprentissage. Et donc, pour reprendre l'exemple de l'instruction en famille, ben en fait, j'ai pas besoin de savoir tout pour le transmettre à mon enfant. À partir du moment où je suis capable de me mettre à côté de lui dans cette égalité et en disant, ben ok, ah oui, on a envie d'apprendre ça, mais en fait, moi, je connais pas. Ben, on va chercher ensemble l'information. On va aller voir ensemble comment ça se passe. On va voir, on va aller chercher des personnes ressources. Et on va chercher ensemble et on va apprendre ensemble. Et pour moi, ça, c'est vraiment une notion vraiment importante, de se remettre vraiment dans un... et d'oser le montrer à nos enfants. Et de nouveau, ben, ça lâche la pression. C'est beaucoup moins fatigant, en fait, de pouvoir avoir ce positionnement-là face à nos enfants. On ne doit pas tenir un truc, quoi. C'est ben ouais, en fait, je sais pas, et on va chercher ensemble, génial, on va apprendre ensemble. Et donc, ça, c'est aussi, là, je vous parle d'un exemple, mais ça peut être aussi dans, ben, j'ai partagé un texte d'ailleurs par rapport à ça, dans le fait, oui, le texte qui s'appelle Aujourd'hui j'ai crié sur mes enfants, je parle de ça, de dire, ben, en fait, je peux moi aussi apprendre, euh, me tromper, avoir des comportements qui sont pas tout à fait, que je valide pas complètement, mais ok, à partir du moment où je vais les reconnaître, à mettre de la confiance, m'excuser, c'est un truc que souvent, ben, on s'excuse pas vis-à-vis de ses enfants, ben si, t'as eu un comportement pas correct, tu t'excuses, c'est tout. Et donc c'est de pouvoir, voilà, remettre de l'égalité et surtout à l'intérieur de soi, lâcher la pression. C'est ok de pas tout savoir, c'est ok d'être en évolution surtout, et en plus ça rend service à nos enfants, qui voient l'exemple. Voilà, n'hésitez pas à réagir, interagir, à dire comment ça vous parle, tout ça. Hein. Alors, ce document-là, vous l'aurez après, hein, je l'ai déjà dit, je pense. Je vais juste faire ça. Alors, le point suivant, c'est l'expérimentation, la responsabilité et l'autonomie sont encouragées. Fini le temps de couver ses enfants pour leur épargner tous les dangers. Fini de jouer au sauveur en croyant savoir mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui. Laisser l'enfant ou soi-même expérimenter et tester la vie lui permet de se sentir responsable de lui-même et de gagner en autonomie. Et si je faisais confiance à mon enfant et à la qualité de notre communication comme garant de la sécurité et de la fluidité. Il y a, il y a un jour quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a... Waouh. Alors après, je sais pas quelles sont vos croyances au niveau de tout ce qui est plus énergétique, etc. Euh, J'avais pas encore d'enfants à ce moment-là. Et ces enfants à elle étaient en train de monter, je revois encore, dans le sud de la France, au bord d'une rivière. Et il y avait un petit muret en fait qui surplombait la rivière. Et ces enfants grimpaient sur ce muret. Moi, je transpirais de partout. J'étais là, en panique totale. Ils étaient quand même petits encore. Et j'étais là, mais ils vont tomber, ils vont se casser un truc. Enfin, ça va pas, quoi.
Et donc à un moment, je résiste pas, je dis écoute, j'ai peur pour tes enfants, là, est-ce qu'il faudrait pas leur dire de descendre, machin, machin, machin. Et elle me dit, écoute, moi je crois qu'ils ont intérieurement la capacité de prendre soin d'eux, sauf si on leur apprend le contraire et qu'on les conditionne au contraire. Et je crois que énergétiquement, si ils ont besoin, enfin s'il doit se passer quelque chose, parce que certainement ils ont un apprentissage à faire, ça se passera. Ça peut paraître dur, et il y a peut-être certainement plein de nuances à apporter, mais en tout cas, moi, ce que ça m'a apporté, cette rencontre-là, quelque part, c'est vraiment de commencer à regarder autrement cette question de sécurité, de confiance, et surtout la capacité, en fait, de l'enfant à pouvoir expérimenter, prendre sa responsabilité et gagner en autonomie. Ça, c'est un point que je vais beaucoup développer aussi dans Pionnière, donc là, je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais de pouvoir, en fait, sortir du rôle du sauveur avec l'enfant. Sortir de cette idée de je vais faire pour lui ou pour elle, ou je vais faire à sa place, ou je vais anticiper ses besoins, anticiper sa sécurité, de pouvoir... il y a vraiment pour moi un énorme changement de paradigme à faire par rapport à ça. J'ai pas le temps de le développer maintenant, parce qu'en plus ça me passionne, mais voilà, peut-être déjà juste semer cette graine-là. Et ça marche autant pour les petits que pour les ados, que pour les jeunes adultes. Enfin voilà, on l'a encore expérimenté avec mon beau-fils là qui a 23 ans. C'est magique. À partir du moment où on amène cette confiance en fait que l'enfant est capable et où on est responsable d'éponger notre propre transpiration parce que ça nous fout les boules, il se passe de la magie. Vraiment, vraiment. Moi, là, je vois le nombre de personnes qui me disent ah waouh, Pao là, mais Lula, on me disait exactement la même chose. Qu'est-ce qu'ils sont agiles, si petits, machin, j'ai jamais vu ça. Je dis ben oui, ben en fait, on leur fait confiance et on leur laisse la possibilité d'expérimenter. Je pense que tous les enfants, il y en a plein qui disent ah ils sont en avance. Non, je pense pas qu'ils sont en avance. Je pense que simplement on les a laissés se développer dans cette confiance-là. Et ça change tout. Donc voilà, mais je vais m'arrêter là. Dites-moi, hein, n'hésitez pas à me partager comment ça résonne pour vous tout ça. Alors, on est à l'avant-dernier point. Chacun fait du mieux qu'il ou qu'elle peut, et la personne n'est pas le comportement. Fini l'air de « elle fait un caprice, il te manipule » ou « c'est une menteuse ». Fini l'air du jugement omniprésent, aussi bien sur soi que sur l'autre, ou celui d'être un mauvais parent ou un parent pas assez parfait. Le regard jugeant que l'on porte sur quelqu'un, donc soi-même ou un autre, crée une sorte de condamnation qui laisse place à la dévalorisation et la culpabilité. Regarder à travers le prisme de l'intention consciente ou inconsciente permet un regard plus propre. Alors, vous aurez le document, vous pourrez relire ça à votre aise. Je me rends bien compte que c'est un petit peu long. Ici, c'est vraiment de sortir de cette idée que... Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais des paires de lunettes, avec le paradigme de l'ancien monde. On est dans un monde où on cherche la faute. On est dans un monde où il doit y avoir un coupable ou un responsable. On est dans un monde hyper manichéen où il y a le bon et le mauvais. Je vois que Valérie, ça te parle vraiment. Génial. En fait, on est dans un monde où, hyper manichéen, le bon, le mauvais, enfin je veux dire, on a intégré ça dans les histoires, dans ce qu'on a vu autour de nous, dans ce qu'on a entendu de nous-mêmes, etc., où c'est hyper fort, en fait, ce côté, le bon, le mauvais, nanana. Stop. Stop. Et si c'était un filtre? Et ce fameux truc de il te manipule ou c'est un caprice ou quoi au caisse? Mais arrêtons ça, s'il vous plaît. Et si c'était une tentative de communication? Et si c'était un besoin qui ne savait pas bien s'exprimer autrement? Là, pour l'instant, heureusement qu'on le sait, qu'on choisit de voir les choses comme ça avec Stéphane, et on le sait. Pao, à un peu plus de 2 ans, il est dans une période où là, il commence à devenir, en fait, il est en train de se rendre compte qu'il existe, que les autres existent, qu'il y a des limites autour de lui, et c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Et donc, la fameuse période des 2 ans, là, hein, on en parle souvent. Mais soit je regarde ça à travers le truc de
ouh là, il est méchant, ou il est agressif, ou tatata, et où je le juge en fait, ouh là, il fait un caprice, hein, oh là, attention, ouais, quand il fait ça, il te manipule, hein. Soit je regarde comme ça, soit je regarde au niveau du besoin et de l'apprentissage, et où je me dis, et de l'intention, est-ce que réellement il est ce comportement? Non, c'est un enfant qui est en train d'apprendre la notion de limite. Ok, il est en train d'apprendre la notion de limite. Et donc pour ça, on sait bien qu'on apprend par répétition, ben, il a besoin de tester, de regarder comment ça se passe, ok, comment ça réagit, qu'est-ce qui se passe. Mais ça en fait pas quelqu'un de méchant, ça en fait pas quelqu'un qui a une mauvaise intention, ça en fait juste un enfant en apprentissage. Et ça, et je le vois encore là pour l'instant, il se passe un truc entre deux personnes que j'aime beaucoup. Ce paradigme de la faute est tellement présent. Oui, mais c'est de sa faute parce que non, mais c'est de sa faute parce que ta. Waouh! Et oh là! Et si on revient à l'intention, est-ce que réellement vous avez des mauvaises intentions et l'une comme l'autre? Ben non. Ben non. Et donc là, pour moi, c'est vraiment une paire de lunettes et une vision, un voile à retirer pour transformer les choses. Et vraiment dire, la personne n'est pas le comportement. Donc, il a fait un mensonge ou c'est un menteur. On est voilà, un domaine vraiment très très différent. Donc, c'est vraiment de pouvoir sortir du jugement. Sortir du jugement sur soi, sortir du jugement sur l'autre, revenir vraiment à l'intention, aux besoins sous-jacents, et du coup de regarder son enfant avec une autre paire de lunettes ça ne veut pas dire que je cautionne le comportement. Là, pour l'instant, Pao a tendance à frapper. En fait, c'est hors de question qu'il frappe. C'est un non catégorique. Il a besoin de l'apprendre. Et donc, c'est vraiment de pouvoir dire, c'est pas parce que je vais lui offrir la limite à laquelle il a besoin de se confronter pour l'instant pour tester le truc, que je vais le juger comme étant méchant. Mais donc ça veut dire que ma réaction va être beaucoup plus consciente et alignée que juste ouais c'est un méchant, va au coin, ou c'est pas du tout constructif. Je vais, grâce à cette conscience, et je dis pas que c'est facile à faire tous les jours, il y a des fois où ouais je sais pas toujours très bien comment réagir et je cherche parce qu'en plus chaque enfant est différent. Mais en tout cas, cette conscience-là m'amène à questionner mes réactions, à continuer à le regarder avec amour et à pouvoir à la fois lui dire non sur son comportement ou s'il veut attraper un truc ou casser quelque chose, reprendre la chose et dire non, c'est pas ok, mais d'accueillir son émotion sans le rejeter lui totalement, la personne qu'il est. Donc là, pour moi, il y a aussi tout un changement à faire et c'est fou comme je me rends compte et je l'observe et c'est très rigolo que justement je parle de ça aujourd'hui parce que c'est en jeu pour l'instant et avec Pao et entre des personnes que j'aime beaucoup autour de moi et où je vois ça et où je fais waouh, eh ben cette culture en fait à qui la faute, elle est vachement présente autour de nous dans notre société et donc dans notre inconscient aussi. Ok, on va déconstruire ça, on va chercher à faire autrement et on va y arriver. Alors, je vois une question d'Aurore. Dites-moi si ça vous parle aussi. Hein. Une question, s'ils n'ont pas été élevés comme ça, donc par rapport à la sécurité, est-ce que du jour au lendemain, si tu lâches prise, est-ce que ce n'est pas trop tard par rapport à ce qui a été germé? J'ai la réponse en écrivant, mais j'aimerais ton avis. Alors Elliot, oh là là, Elliot à fond là-dedans aussi, c'est vrai que quand on revient à la personne au-delà du comportement, la relation se refluidifie direct, exactement. Alors par rapport à des enfants qui n'ont pas été élevés comme ça, moi je pense que, si tu as déjà la réponse, c'est génial déjà, je pense que trop tard, il est jamais trop tard. Ça c'est clair. Par contre, ça va demander je pense, de communiquer, de dire à l'enfant en fait. Je pense que c'est la première étape, c'est toujours de les mettre en co-création avec nous. Pourquoi pas dire, écoute, voilà, là j'ai envie de te laisser plus de liberté, mais ça va demander que tu sois attentif ou ce genre de truc. Ça demande une certaine attention. Moi, je sais bien que quand Lula, quand elle était plus petite, là maintenant, elle gère bien son corps, tout ça, mais quand elle était plus petite, on a une pièce d'eau à la maison. Aller au bord de la pièce d'eau, ça représente un certain danger. Mais j'avais assez confiance en elle. Donc je gardais toujours un œil dessus parce que en plus l'eau c'est un danger quand même assez important. Donc je gardais toujours un œil dessus, mais je me permettais de garder un œil dessus à une dizaine de mètres. C'était encore bon parce que ce qui me faisait le plus peur c'était qu'un chien passe derrière et la pousse dans l'eau en fait. La confiance en sa capacité, à son agilité à elle était là.
Par contre, il y a un enfant, un des amis un enfant d'amis à nous. Je sais bien que cet enfant-là, qui n'a pas été éduqué de cette façon-là, quand lui il venait, j'étais en mode garde rapprochée, beaucoup plus proche de lui, parce que justement, je voyais bien que dans son corps, bah, il avait moins confiance dans son corps, dans son agilité, dans sa propre sécurité intérieure, dans sa propre prudence. Et en fait, clairement, par rapport à cet enfant-là, j'étais beaucoup plus vigilante que quand c'était d'autres enfants qui avaient été éduqués un peu plus comme Lula. Ben là, je savais que voilà. Donc, je pense que clairement, c'est pas impossible de revenir dessus, mais ça va demander ben, de le déconstruire ensemble, en fait. Vraiment. Et pour moi, la meilleure piste, c'est vraiment de se mettre en collaboration avec l'enfant pour ça. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est de la magie. Moi, je vois comme allez, Pao, il grimpe sur tout, mais en fait, il est hyper prudent. Et les fois où il tombe, c'est quand quelqu'un avant lui a dit qu'il allait tomber ou met du stress autour de lui, en fait. Mais si on le laisse faire, il grimpe sur des trucs. Encore avant-hier, on l'a retrouvé, il a été grimpé dans un arbre derrière la yourte. Il était passé au-dessus de la clôture des voisins. C'est déjà la deuxième ou troisième fois qu'il nous fait le couche, là. Je l'ai quand même rattrapé, c'était trop pour moi, là. C'est touché une limite. Mais bon. La, L'agilité et la prudence sont là, c'est juste de la magie à voir. Alors, oui c'est ça, donc là j'étais sur la personne n'est pas le comportement. J'étais revenu avec la question d'Aurore un peu en arrière. Euh, Changer de prisme en fait, aller connecter l'intention, aller connecter le besoin. Alors le dernier postulat qui me tient vraiment vraiment à cœur et que vous m'avez certainement déjà entendu le partager aussi, c'est une phrase que j'ai entendue d'Isabelle Filiosa qui dit l'amour n'est pas une récompense, c'est un carburant. J'adore cette phrase, j'adore. Et donc fini les je ne te fais pas de câlin parce que tu as été détestable, je l'ai déjà entendu dire. Ou si t'es sage, t'auras un bonbon. Fini les temps d'épuisement où les parents sont vidés parce qu'ils donnent tout leur temps et leur énergie à leur enfant sans prendre soin d'eux-mêmes. Et c'est vraiment de se dire que quand l'amour n'est pas conditionné, il devient vraiment un vecteur d'amour de soi, de reconnaissance, de validation d'être qui on est. Quand j'ai entendu cette phrase pour la première fois, elle m'a beaucoup guidée dans ma parentalité. De sortir des jeux de chantage, de culpabilité, de conditions en fait, qu'on a reçu aussi cet héritage éducatif. Ça demande de pouvoir regarder, tiens, quelle a été la relation avec nos parents, comment on se sentait aimé, qu'est-ce qu'on recevait pas quand on avait tel ou tel comportement. Enfin voilà, ça demande d'aller déconstruire tout ça. Et puis j'ai une énorme prise de conscience. Et là, je vous livre vraiment une pépite. C'est qu'un jour, je me suis dit, ok, j'applique ça pour mes enfants, mais est-ce que je suis capable de l'appliquer pour moi-même? Est-ce que moi aussi, avec moi-même, je fonctionne? Est-ce que je me donne de l'amour comme une récompense? Est-ce qu'il y avait un texte qui vous avait beaucoup touché par rapport au pipi? Le fait de, ah, je me retiens de faire pipi, et puis en fait, j'y vais seulement quand j'ai fini la tâche que je suis en train de faire. Et si c'était de l'amour de soi, que de faire passer son besoin en priorité, d'aller faire pipi d'abord. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. L'amour n'est pas une récompense, c'est un carburant. Pour moi, c'est à appliquer aussi bien dans notre parentalité que dans notre relation à nous-mêmes. Et ça fait le lien avec le tout début de, ben, si on fait passer les besoins de nos enfants en premier, ben, en fait, et quand on oublie les nôtres, on oublie de s'aimer, en fait. Et on se récompense parfois avec un peu d'attention, d'amour de soi ou de moments de bien-être. Et donc, pour moi, c'est vraiment de renverser, en fait, de nouveau cette réalité-là pour aussi. Et un petit truc, c'est de se dire, tiens, comme souvent on a plus tendance à pouvoir mettre des choses en place pour nos enfants que pour nous-mêmes, eh bien, c'est de se dire, je le fais pour mes enfants. C'est une bonne stratégie pour quand même, pour quand même switcher, y prendre goût et trouver et créer d'autres automatismes. C'est se dire, en fait, mes enfants ont besoin que je m'aime. Mes enfants ont besoin d'avoir l'exemple d'une maman qui prend soin d'elle, qui prend soin de ses besoins, pour qui l'amour pour elle-même est un carburant et pas une récompense. Et donc voilà, ça c'est un petit truc aussi qui peut vraiment aider à switcher en fait ce paradigme-là. Eh bien voilà, mesdames, j'arrive au bout de ces 8 postulats pour une éducation win-win où, comme je vous le disais dans l'intro, j'avais vraiment envie de travailler au carrefour de
cette déconstruction intérieure de ces héritages éducatifs pour pouvoir, par notre énergie en fait, par notre exemple, par, par tout ça, rayonner en fait autrement. Et pour moi, c'est une éducation win-win. Alors, ça ne dit pas que c'est facile, ça ne dit pas que ça ne demande pas d'effort, ça ne dit pas que ça ne se fait pas en une seule fois. C'est simplement de se dire, ok, plutôt que d'être dans un chemin de lutte où je vais devoir tenir beaucoup de choses, les émotions, pas faire exister mes besoins, l'autorité, tenir la face par rapport à mes enfants, nanana, nanana, et où en fait il y a une sorte de lutte intérieure, de lutte avec nos enfants, de compétition, un truc à tenir, voilà, même au niveau du rythme, des horaires, enfin, il y a énormément de pression en fait qui est là. Moi, l'invitation, elle est au niveau d'un relâchement à l'intérieur, de vraiment se dire, ok, à partir du moment où je prends cette voie d'une toute autre vision, un tout nouveau paradigme, de pouvoir relâcher beaucoup de choses à l'intérieur, relâcher beaucoup de tension, de dureté, de rigidité, pour, pour reconnecter avec soi, pour réparer, et pour vraiment se mettre à côté de notre enfant et dire, ok, on fait le chemin ensemble, en fait. Je vous jure, c'est tellement plus cool, tellement plus joyeux. Et moi, je suis fascinée. Et comme vous l'avez peut-être vu de nouveau dans un texte que j'ai écrit, ça a été pour moi le déclic. C'est quand l'accueillante de mon fils m'a dit en tout cas, bah, aujourd'hui, il a fait ça, il a fait ça, il est monté sur tel truc. J'ai jamais vu ça. Par rapport au puzzle, ça s'est passé comme ça. Enfin, elle m'a décrit plein de trucs qui s'étaient passés pendant la journée. Où elle me dit, je n'ai jamais vu de toute ma carrière, je n'ai jamais vu un enfant comme ça. Elle dit, on voit bien que vous l'éduquez autrement. Enfin, c'est impressionnant, son autonomie, son indépendance. Et elle commence à me lâcher plein de trucs. Moi, j'étais, ah oui, ok, ok. Et puis je repars de là et ma maman est avec moi ce jour-là. Et puis dans la voiture, elle me dit, mais Fanny, comment elle sait que tu l'éduques autrement? Tu lui en as déjà parlé? Je dis, bah non, en fait, c'est vrai, je sais pas. Puis quelques jours plus tard, elle me dit, l'accueillante me pose une question pour un truc. Elle dit, ah, je suis curieuse, je voulais vous demander telle chose, voilà. Et puis je dis, ah, bah tiens, tant qu'on parle de curiosité, moi aussi je suis curieuse. Je dis, comment vous savez qu'on l'éduque autrement? Puis elle me dit, mais ça se voit dans ses comportements, dans son autonomie, dans sa manière dans son agilité, dans tout ce qu'il fait. Elle dit, on peut pas passer à côté. Et puis même vous, dans votre comportement, on voit bien que vous ne le couvez pas, que vous avez confiance, que les choses se passent comme elles se passent, et voilà. Et là, en fait, pour moi, ça a été un énorme déclic de me dire, waouh, ok, là, je fais des paris éducatifs depuis des années, qui sont, voilà, bien informés et tout un travail intérieur par rapport à ça, etc. Et le fait que ça soit quelque part vu par quelqu'un d'extérieur et validé et reconnu par quelqu'un d'extérieur qui fréquente mon enfant et qui le voit, en fait, je me suis dit, ok, là, c'est le moment de le transmettre. Ça a vraiment allumé un truc à l'intérieur de moi, de dire, ok, là maintenant, fini de faire ça dans mon coin, il faut que je transmette tout ça. Et, d'ailleurs, le document que je vais vous transmettre, partagez-le. Parce qu'en fait, oui, j'ai envie qu'il y ait du monde dans le programme Pionnière que je vous propose. C'est clair, j'ai envie qu'il y ait le plus de monde possible parce que voilà, j'ai envie que ça transforme des vies, j'ai envie que aussi, voilà, ça contribue à moi, mes projets, etc. Clairement, j'ai envie de ça. Mais en fait, ma plus belle intention, mon plus grand désir, c'est que le monde entier, en fait, puisse connecter à ce nouveau paradigme, puisse amorcer ces prises de conscience, puisse changer cette énergie, puisse transformer ses relations avec ses enfants. Et donc j'ai envie de dire, ce document-là, je vais le partager sur les réseaux, partagez-le. Si vous avez des amis qui galèrent un peu, qui ont envie de faire autrement, ben, envoyez-leur par mail, faites-le, envoyez-le, transmettez-le, parce que vraiment, je pense que, enfin voilà, je bouillonne de vouloir transmettre ce message vraiment au plus de monde, parce que vraiment, je crois que le monde en a besoin, les enfants en ont besoin, les parents en ont besoin. Les parents en ont besoin. Et sous tout ça, et j'imagine que vous l'avez entendu, dites-moi si c'est le cas, j'ai envie de prendre soin des enfants. Parce que voilà, on sait que les enfants c'est l'avenir, ils sont tout ça. Oui, j'ai envie de prendre soin des enfants et j'ai envie qu'ils reçoivent une plus belle éducation. Mais ce que j'espère que vous avez entendu en filigrane derrière tout ce que je viens de vous transmettre, c'est que j'ai aussi envie de prendre soin des parents. Que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Que vraiment, allons apaiser, allons respirer, lâchons-nous la grappe.
amenons beaucoup de douceur en fait et de stop au jugement à l'intérieur de nous parce que, enfin, j'ai de l'émotion en le disant, mais c'est trop en fait, c'est trop de pression, sinon c'est trop d'injonctions et c'est juste soyons heureux quoi, soyons heureux. Et je pense vraiment que c'est comme ça que les enfants pourront l'être aussi. Soit, je m'emballe. Ça fait déjà 1 heure et demie que je parle, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, je vais lire ouais, je viens de prendre conscience de ça, mais envers chacun autour de soi aussi, tellement ben il est comme ça avec moi alors que je m'éloigne, c'est ça. Ouais. Je pense que c'était par rapport à l'amour n'est pas une récompense, tout à fait. Yes, Marie-Aline, partage-le, partage-le. Eh bien voilà, j'ai envie de vous demander, pour clôturer cet atelier, juste après, comme je vous l'ai dit, je vais répondre aux questions, je vais vous parler un peu plus du programme Pionnière. Pour celles qui ont envie de rester, aucune obligation, vous vous sentez libre. Mais donc j'ai envie de clôturer cet atelier d'abord. Comment vous vous sentez? C'est la première question que j'aurais envie de vous poser. Et j'aime bien en fait terminer par une fermeture du cercle dans tous les programmes, etc. Bah, d'habitude c'est par Zoom, donc chacun peut s'exprimer avec la voix. Là, je vais vous demander de l'écrire. Et c'est vraiment les deux questions que je pose à chaque fois, enfin quasi à chaque fois en fermeture du cercle. C'est comment vous vous sentez là, ici, maintenant. Et je vous invite à connecter avec votre corps. Et avec quoi vous repartez? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ça? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a... voilà, avec quoi vous avez envie de repartir, quoi. Donc voilà, là, c'est à vous de parler. Je vais boire un coup parce que je commence à avoir soif. Bouleversée, Marie-Aline, je t'envoie plein d'amour. Merci pour toutes ces pépites. Je vais attendre encore quelques secondes. Vos réponses. Avec plaisir, Cindy. En fait, j'avais envie que cet atelier d'introduction, quand j'ai créé Pionnière, je papote un peu en attendant vos réponses. En fait, je voulais pour Pionnière pouvoir faire vraiment aussi bien qu'on puisse prendre les ateliers à la pièce en quelque sorte, ou le pack, ou voilà. Et je me suis dit, mais il faut que je puisse transmettre ce message. Il y a des choses qui sont transversales en fait. Qui sont transversales à tous les ateliers. Il y a différents thèmes qui vont être proposés, mais voilà, il y a une transversalité, il y a toute une base. Et je me suis dit, mais en fait, cette base, c'est le message que j'ai envie de transmettre au monde. Après, les ateliers, ça va plus être les trucs et les astuces de comment mettre ça en application dans les différents thèmes. Mais ici, je voulais vraiment que voilà, ce message, ces postulats, en fait, ils soient connus. Et donc, ce premier atelier d'introduction, je me suis dit, il le faut pour toutes les personnes en fait qui vont soit choisir l'atelier à la pièce, soit le pack, enfin peu importe la formule que les personnes vont choisir pour Pionnière, il faut un atelier d'introduction pour tout le monde. Et là, il y a l'évidence qui est arrivée, je me dis, ok, il doit être gratuit. Et peut-être que certaines personnes diront qu'il est trop généreux, que je me donne trop de contenu, que voilà, c'est tout du contenu que oui, je pourrais faire payer, mais en fait non, parce que voilà, là j'ai des frissons, j'ai de l'énergie à fond et je sens que c'est juste de pouvoir vraiment transmettre ce message au monde. Et c'est pour ça que le document, j'ai vraiment envie qu'il voilà, qu'il soit aussi partagé le plus possible. Alors, je vous lis calme et intrigué, car je me sens soulagée que tu mettes cette énergie pour la cause qui me touche aussi le plus depuis des années. Ben oui, je sais, on a déjà beaucoup échangé là-dessus. Merci, avec plaisir Aurore. C'était très confrontant. Ah ouais, confrontant. Ok. Mais oui, en fait, oui. En fait, moi, c'est des choses qui me paraissent tellement évidentes. Parfois, je me dis que j'oublie d'où je viens et la déconstruction que ça a demandé, en fait. Et donc, il y a parfois des choses, je me dis, bah, c'est trop simple ou c'est connu, mais en fait, non, c'est ok. Ça me conforte dans nos choix éducatifs. Je repenserai à ce moment lorsque je douterai encore. Yeah, trop bien. Valérie, je me sens en paix et confiante et les besoins de toute la famille sont importants. Ouais, ça c'est important. Je repars avec l'envie, j'imagine, de connaître le programme Pionnière. Yes. Merci, oui, à bientôt.
hâte d'explorer en profondeur dans Pionnière, tout à fait. Alors, Marie-Aline, à la fois positivement parce que tu réponds à mes attentes, mon point de vue, ma vision des choses, mais aussi parce que ça remue des choses en moi, des croyances familiales, des manières dont on m'a éduqué, comme j'essaie de construire ma vie que je dois déconstruire. Bon, parce que tout ne correspond pas du tout. Tout à fait. C'est l'invitation. Hein. C'est déconstruire pour reconstruire autrement. Merci pour ta générosité. Avec plaisir et plein d'amour. Yeah, yeah, yeah. Et bien voilà, je dis au revoir à celles qui auront envie de s'arrêter là. Et je vais prendre mes petites notes pour vous parler de Pionnière pour les autres. Je vais déjà vous... En fait, j'ai pas des masses de choses à vous dire pour Pionnière. Parce que je pense que le principal, il a été dit. Ce sont ces postulats-là. C'est cette vision-là. Et je me rends compte que pour pouvoir, en fait, intégrer dans sa vie cette vision du monde-là, ben, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande de déconstruire des choses, ça demande d'essayer, de se tromper, de réessayer, enfin, c'est même pas de se tromper, d'expérimenter. Et mon intention avec Pionnière, c'est de faciliter en fait cette déconstruction, reconstruction là. C'est vraiment ça mon intention. Pardon. C'est de pouvoir dire ok, comment concrètement on peut incarner ça, comment on peut amener ce changement. Ici, j'ai parlé pendant 1 heure et demie, avec un rythme quand même assez soutenu. Il y avait beaucoup de contenu. Avec Pionnière, j'ai envie qu'on prenne plus le temps de décortiquer. Donc, par exemple, le sujet de la culpabilité est un gros sujet. C'est d'ailleurs le sujet du premier thème de l'atelier, parce que je me suis dit, ok, bon, il faut qu'on lui fasse la nique à la culpabilité dès le départ. Désolée pour mon impolitesse, mais c'est comme ça. La culpabilité, c'est vraiment, voilà, il faut qu'on passe à autre chose. Et donc, on va aller comme ça explorer des thèmes à des endroits, des espaces en fait à l'intérieur de soi où généralement c'est peut-être plus compliqué de mettre en place concrètement dans la vie de tous les jours ces fameux postulats. Et donc chaque atelier, donc il y en a 9 en tout, chaque atelier comprend 2 rencontres. Le lundi, il va y avoir une rencontre où ça va être plus comme aujourd'hui un live de transmission. Ça va se faire par Zoom quand même, qu'on puisse se voir et qu'on puisse échanger plus facilement qu'un live comme ici. Et donc ça, les lundis, ça va être vraiment, ok, je vais vous parler du thème en question. Je vais vous apporter des trucs et astuces, d'autres visions. Ça va être une sorte où je vous rassemble en fait tout ce que j'ai pu expérimenter, lire, comprendre, tous les outils de coaching aussi qui font le lien avec ce thème-là, etc., etc., où tout ça, en fait, je le rassemble et je vous le livre. C'est du contenu que vous allez pouvoir regarder, parce qu'il y a une plateforme Kajabi dans laquelle vous allez avoir, en fait, tous les enregistrements. Donc ça, ça va être des lives avec beaucoup de contenu, un peu comme aujourd'hui. Donc vous pourrez réécouter. Ça, c'est le lundi. Les replays, du coup, seront disponibles. Si vous ne savez pas assister, c'est OK. Je l'ai mis pendant le temps de midi, comme ça en me disant, mais pour les personnes qui travaillent, elles peuvent déjà même assister en partie à l'atelier. Mais donc voilà. Donc ça va être la première rencontre. Donc un atelier comprend 2 rencontres. La première rencontre d'un atelier, c'est le lundi. Et la deuxième, c'est le vendredi. Et là, ça va être plutôt interactif en mode coaching de groupe. Partage. Donc là, ce que je vais vous proposer, en fait, ça va être plutôt de venir avec, tiens, comment ça vous a touché, ce dont on a parlé le lundi, comment ça vient vous confronter, est-ce qu'il y a des situations dans votre vie, avec votre famille, où, en fait, c'est compliqué et que vous avez envie peut-être d'avoir une autre vision, de décortiquer les choses, de dire ok, là je suis face à ce défi-là ou à ce challenge-là avec mes enfants, ben en fait j'aurais envie de changer de paradigme, mais je sais pas très bien comment faire, ou j'arrive pas à prendre la nouvelle paire de lunettes, etc. Et donc là le job ça va être vraiment de ensemble je vais vous prêter ma paire de lunettes pour dire, ok, et si on regardait autrement les choses, si on cherchait une autre façon de faire, de se positionner, voilà, c'est un petit peu tout ça que je vous propose plutôt dans le côté coaching, partage de groupe, et puis parce qu'en fait, je kiffe les groupes. Pourquoi ? Parce que y a des jeux de miroir et de résonance qui se créent.
Et la magie opère, et je peux vous dire, donc tout se fait en ligne, hein, c'est à distance, et moi je suis fascinée, ça fait quelques mois que je travaille comme ça, de voir à quel point l'énergie passe, à quel point les connexions, à quel point la puissance et la profondeur des partages sont là. C'est juste magique. On a encore eu une rencontre avec celles qui font partie de la formation des intuitives audacieuses mardi. Enfin, on a vécu de la magie, et donc ça, j'ai envie de faire vivre cette magie-là autour du thème de la parentalité, parce qu'on a besoin de se sentir moins seul. Parce que, et c'est pour ça qu'il y a un S à pionnière, j'avais vraiment envie de marquer le fait de, ok, ensemble, on va créer une autre réalité. Chacune dans notre environnement, dans notre famille, dans notre lieu, mais on y va ensemble. Et le fait de le faire en groupe, du coup, ces rencontres-là, ça me semblait avoir vraiment beaucoup de sens pour ça. Aussi pour se rassurer de, ok, je suis pas la seule en fait à avoir ce genre de challenge, je suis pas la seule à être confrontée à ce genre de défi ou à avoir de la difficulté à faire autrement. Donc voilà, c'est un côté réconfortant. Et puis alors, les jeux de miroir, ça c'est magique, c'est que bien souvent quelqu'un partage quelque chose, on va peut-être décortiquer la situation de quelqu'un, et poum poum poum, ça va vous apporter des réponses pour une autre situation, que ce soit avec vos enfants, vos collègues ou votre mari, que vous n'aurez peut-être pas pensé. Ben, j'imagine que si vous avez déjà fait des stages de développement personnel en groupe, vous avez déjà pu ouais, constater cette magie-là. Donc voilà, ça c'est vraiment mon intention. Donc un atelier, c'est 2 rencontres. Donc en tout, comme il y a 9 ateliers, ça fait 18 rencontres au long des 9 semaines. Donc voilà. Les thèmes des ateliers, qu'est-ce que c'est? Le premier, c'est culpabilité, bienveillance et disponibilité. Comme je vous les ai dit, la culpabilité, il faut qu'on en fasse quelque chose et qu'on arrête avec ça. Parce que j'ai eu beau tourner le truc dans tous les sens, je n'ai trouvé aucune raison valable ou bénéfique de laisser la culpabilité à l'intérieur de nous. Et donc il est temps de passer à autre chose, de faire la paix avec cette part-là de nous, pour pouvoir amener de la bienveillance avec soi-même et donc dans nos réactions aussi avec nos enfants, et une vraie disponibilité intérieure. On va parler dans cet atelier aussi de disponibilité. Parce que, et je ne parle pas de la disponibilité au niveau du temps, il y a la disponibilité dans la présence, dans le sens où je peux très bien passer la journée avec mon enfant, voire même être en train de jouer avec, mais pas être disponible. Et ça, je pense que tout le monde, enfin que vous allez capter ce que je veux dire, c'est vraiment cette présence à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment les thèmes du premier atelier, la première semaine. Ensuite, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou quoi, posez-les, allez-y. Ensuite, le deuxième atelier, c'est émotion, besoin et dispute. Émotion, besoin, comme vous l'avez entendu dans les postulats, c'est vraiment quelque chose qui pour moi c'est basique en fait. Ça fait vraiment partie de la base de notre vie d'être humain, de qui on est au quotidien, de pouvoir justement avoir un autre regard sur les émotions, sur les besoins. Et pour moi, c'est la clé aussi pour gérer les disputes. Et je vais vous expliquer comment mais dispute et ça marche à tous les âges. Hein. Je suis en train d'utiliser ce processus là avec 2 personnes. Enfin, il y a un problème entre 2 personnes dans mon entourage et je pense utiliser le même processus pour des adultes. Donc c'est vraiment un outil qui va pouvoir être utilisé à partir du moment où l'enfant sait parler. Ouais, on peut l'utiliser quoi. Donc voilà, mais c'est en lien avec les émotions et les besoins. Troisième thème, c'est autonomie et liberté. Donc là, on va aborder toute cette question autour de la sécurité dont je parlais tout à l'heure, la confiance, cette idée des choix par rapport aux enfants, de comment favoriser justement l'autonomie, la liberté. On va parler aussi autonomie en lien avec l'autorité. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces thèmes-là qu'on va aborder. Le quatrième, c'est comportement difficile, relations et jeux de pouvoir. Donc là, c'est vraiment un outil, si vous le savez, vous m'avez déjà peut-être suivi sur l'atelier magicienne relationnelle. C'est un outil que j'affectionne énormément sur les jeux de pouvoir, enfin, mécanismes de survie ou jeux de pouvoir, on peut dire les deux, euh, et qui, moi, m'aide m'aide dans toutes mes relations, mais aussi dans ma parentalité, même avec le tout petit, là pour l'instant dont je parlais. Donc voilà, tous ces comportements un petit peu difficiles, c'est un outil pour pouvoir les analyser, les comprendre et agir et essayer de faire autrement. Donc voilà. Le cinquième atelier, c'est limites et sanctions. Alors ça, c'est un gros sujet.
qui fait beaucoup parler et que j'adore aborder, de voir, ok, ça veut dire quoi poser les limites, quelles sont les limites en fait à poser surtout. On va déjà retourner à la racine de, ok, quelles sont les limites légitimes à poser, euh, que- comment en fait on peut poser les limites d'une manière qui soit juste et entendable en fait pour l'enfant et qui à la fois contribue à lui montrer l'exemple de comment lui ou elle pourra poser les limites pour lui-même. Ça, c'est un sujet qui me passionne parce que c'est en lien avec le consentement et tout ça qu'on peut construire dès le plus jeune âge par rapport à plein de petits trucs. Donc ça, c'est vraiment juste, voilà, ça m'anime beaucoup. La question des sanctions aussi, punition, sanction, on va décortiquer un petit peu c'est quoi une punition, c'est quoi une sanction, et, euh, et aussi aller regarder comment on peut changer de paradigme à ce niveau-là. Le sixième atelier, c'est communication. Donc voilà, c'est un thème assez large. Il y a pas mal de contenu. On va aborder aussi un peu la communication non violente là-dedans, partager quelques trucs sur justement comment favoriser une communication joyeuse en fait avec nos enfants et nous-mêmes d'abord. Le septième atelier, c'est dimension énergétique et spiritualité. En fait, peut-être vous le savez, peut-être pas, je me suis beaucoup formée aux techniques énergétiques, plutôt approche spirituelle, en lien avec l'âme, etc. C'est pas spécialement ce que je développe dans mon activité professionnelle, ou ça en fait toujours partie, mais voilà. Mais c'est vrai que, par contre, ce sont des outils que j'utilise au quotidien avec mes enfants pour pouvoir, au niveau de la protection d'énergie, au niveau de nettoyage énergétique, au niveau de ce genre de choses. Et en fait, j'utilise tout le temps avec mes enfants. Et c'est vrai que ce sont des outils qui sont assez magiques à utiliser dans le quotidien et à normaliser surtout, pas en faire ah je vais faire un truc énergétique, voilà, juste que ça puisse faire partie du quotidien. Et donc pour moi cette dimension là elle est importante aussi à pouvoir faire exister et à tenir en compte dans notre parentalité. Ça amène aussi autre chose aux enfants et donc voilà, envie de partager cette autre vision et aussi des outils par rapport à ça. Le huitième atelier, c'est valeurs, cohérence et entourage. De pouvoir justement, souvent il y a ce décalage en fait, surtout quand on est des pionnières qui créent une autre réalité. Ben oui, on a un entourage qui peut-être n'est pas sensible à ce nouveau paradigme, à cette nouvelle manière de faire. Euh, on a euh, on a tous ces héritages éducatifs que nous ne sommes pas les seuls à porter, que le monde autour de nous porte aussi. Et puis bien souvent, on peut se sentir un peu seul dans ce chemin de pionnière. C'est compliqué parfois aussi de pas douter ou d'être sûr de soi ou de savoir comment se positionner par rapport aux autres qui font autrement. Et donc voilà, là j'avais vraiment envie de aussi apporter des trucs et astuces par rapport à ça, une autre vision aussi des choses pour amener, voilà, pour contribuer à comment dire, à renforcer les pionnières, quoi, à leur donner confiance et à ce qu'elles osent encore plus construire autre chose et y aller. Et le dernier thème, c'est intimité et sexualité. C'est un thème qui me passionne. J'adore. Depuis qu'Arthur, donc mon beau-fils, est tout petit, voilà, je prends un grand plaisir à pouvoir aborder tous ces thèmes avec lui. Et je pense qu'il y a énormément de tabous en fait dans notre société autour de ces thèmes d'intimité et de sexualité, et qu'il y a des choses à mettre en place dès tout petit, voire même plus grand. Enfin, à tout âge en fait, il y a des choses à mettre en place pour justement briser certains tabous et permettre une vraie communication autour de ça, mais aussi dans nos comportements et dans nos actes en fait, à des endroits qu'on ne soupçonne même pas. Je parlais de consentement tout à l'heure, on va en parler beaucoup dans cet atelier-là aussi. Il y a des choses à mettre en place dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la sexualité ou l'intimité, mais qui vont contribuer en fait à une belle intimité, une belle sexualité et au consentement, etc. etc. Donc j'avais vraiment très envie de pouvoir aborder ça aussi. Donc voilà, tous les thèmes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser en message privé. À savoir que c'est possible de s'inscrire sur mon site internet. Ah oui, donc un atelier
deux moments, deux rencontres, donc 18 au total. Vous avez la possibilité d'acheter le pack de ces 18 rencontres, donc 9 ateliers. C'est moi ce que je souhaite le plus parce que du coup ça donne vraiment un parcours complet en fait. Et il va y avoir des ponts entre les ateliers, il va y avoir voilà. Donc ça c'est 555 € pour le pack complet, à savoir que le prix final est de 777, donc ça va évoluer d'ici le début. Je pense que ça va évoluer ici d'ici la fin du week-end. Euh, je- c'est vraiment mon idéal en fait, c'est que ces 9 ateliers soient, ils sont tellement complémentaires, voilà, qu'ils soient ensemble. Mais j'avais vraiment envie aussi de donner la possibilité aux personnes, que ce soit pour une raison financière ou pour une raison j'ai besoin de juste un thème quelque part. euh, de pouvoir permettre en fait de prendre à la pièce, à l'atelier. Et donc là, c'est 77 € l'atelier, et ça va aller jusqu'à 111 €, ça va changer, tous les prix vont changer en même temps, fin du week-end. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux formules. Il y a aussi une formule, là c'est la totale, mais avec gourmandise, donc c'est avec aussi des entretiens en individuel en plus. Donc toutes les infos sont sur mon site de toute façon. J'ai vraiment à cœur de rendre tout ça accessible financièrement. C'est pour ça aussi que je laisse, comme je disais, l'atelier à la pièce. Il y a la possibilité de faire un échelonnement de paiement, donc en 3 fois. Si jamais, même comme ça devenait compliqué, j'aime bien me dire que l'argent ne soit pas un frein à votre évolution, euh, ben venez m'en parler en fait. Faites-moi une proposition. Moi, après, c'est clair que voilà, j'ai envie d'honorer mon travail et d'en reconnaître sa valeur. Et puis aussi, j'ai besoin d'argent pour vivre, tout simplement, et pour réaliser tous mes rêves. Mais clairement, j'ai cette intention et j'ai besoin de le dire et de le déposer, de rendre ça accessible. Donc, voilà. Je suis ouverte, j'ai déjà mis plusieurs choses en place pour. J'espère que ça vous convient. Si pas, on en discute. En tout cas, que ce message soit diffusé, et plus que diffusé, qu'il soit incarné en fait. C'est vraiment mon aspiration profonde. Donc allons-y, allons-y, allons-y. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dites-moi. Sophie, merci beaucoup pour toutes ces infos. Avec plaisir et bienvenue si le cœur t'en dit. Et Caro, merci. Donc le lundi, le vendredi. Ah, Javier va prendre la totale. Yes, trop bien, trop bien, trop bien. Nous aurons donc un pionnier dans l'équipe. C'est trop bien, excellent. Un pionnier qui a une belle énergie, qui va bien aller dans l'énergie de. C'est trop bien, trop bien, trop bien. Eh bien voilà, voilà, voilà. Je ne vois pas de questions. Je peux encore laisser quelques secondes. Comme je le disais, je vais vous partager dans le groupe et même dans les réseaux le document avec le résumé des 8 postulats que j'ai présentés aujourd'hui. Partagez-le, quoi. Partagez-le, partagez-le. Euh, Allons-y, quoi. Transmettons ce message au monde. Il en a grandement besoin, je crois. Un pionnière, voilà, c'est un pionnière. Excellent. Et oui, comme je le disais, les hommes sont les bienvenus aussi à partir du moment où ils sont ouverts à à accueillir cette énergie féminine et à être genrés au féminin, parce que dans mon royaume, c'est le féminin qui l'emporte, n'est-ce pas? Donc voilà, voilà, voilà. Merci pour votre présence, merci pour votre énergie, merci pour la connexion, merci pour vos intentions, pour le monde que je peux sentir à des kilomètres. Merci pour ce qu'on crée en fait ensemble. J'en suis émue en le disant, mais voilà, soyons des pionnières, soyons reliées, osons être les intuitives et audacieuses que nous sommes et réalisons nos rêves. Une très belle fin de journée et plein, 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 plein d'amour. Merci, merci Valérie, merci Sophie, Caro, tout le monde, des gros bisous.